Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle analyse d'entraînement. Ce qu'on va faire ici, c'est regarder la séance de seuil norvégien qu'on avait fait en fin de semaine, en fin de camp d'entraînement avec Claudia il y a de ça 2 semaines. Maintenant, on était là pour une semaine. Tu peux retrouver les autres vidéos d'entraînement et d'analyse de séance. Donc Max, ici, une séance assez typique que tu as appelée seuil norvégien 16 x 400 avec 30 secondes de repos. Donc parle-nous un petit peu du format de la séance, d'où ça vient et pourquoi, quel est l'intérêt d'une séance telle que celle-ci par rapport à ce qu'on a fait sur la première séance de seuil classique avec ces intervalles de 8-6, 8-6. Donc là, ça change quand même pas mal au niveau du format. Quels sont les avantages et peut-être les choses à prendre en considération avec ce genre de format? Alors, c'est une séance effectivement que j'ai appelée seuil norvégien, ou on pourrait appeler ça seuil nordique. C'est une méthode d'entraînement qui vient de Marius, sauf erreur si c'est son bon prénom, Bakken, qui est un ancien coureur de fond norvégien, qui a détenu le record du 5000, le record norvégien du 5000 mètres. Je crois même qu'il a eu le record d'Europe à un moment donné. Je ne suis pas certain de ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a eu le record norvégien avant que Jacob viennent foutre le bordel là-dedans. Pour ceux Et qui en ne connaissent fait, pas, Jacob Ingebrigtsen, allez regarder 2, 3 vidéos, vous verrez de quoi Max parle. ouais, c'est un, il court plutôt pas mal, on va dire. Il court plutôt pas mal, ouais. Et en gros, son idée de base, c'est, enfin, l'idée de base de l'entraînement un peu norvégien et de l'entraînement nordique, c'est de se dire que globalement, on s'entraîne un peu trop dur. Et que comme on s'entraîne un peu trop dur, on passe trop de temps dans des intensités méga élevées. Et du coup, ça prend trop de temps pour récupérer de ces diverses intensités. Et du coup, ça diminue le volume total qu'on peut faire à haute intensité. Haute intensité étant définie pour les Norvégiens à partir du bas de la zone 4. Mhm. Donc, c'est pas le polarisé en dessous du deuxième seuil, en dessous du premier seuil. Ça, c'est un élément quand même important. Ouais. Euh, et du coup, leur théorie, enfin la théorie de Monsieur Bakken, qui est maintenant chercheur à l'université, euh, c'est de dire si je passe plus de temps en zone 4, voire 5, mais contrôlé dans les intensités, que ce soit contrôlé par le lactate. Alors, les Norvégiens travaillent énormément avec le lactate, mais j'imagine que c'est aussi contrôlé avec le RPE, etc. Euh, et qu'en fait, tant au niveau de la charge, enfin, au niveau de la charge interne, je reste à peu près stable, mais que au niveau de la charge externe, je vais un tout petit peu plus vite peut-être que ma zone, que mon deuxième seuil. Bah, en fait, je suis moins fatigué le lendemain que si je m'envoie comme un malade sur un 16 x 400. Et du coup, le lendemain, qu'est-ce que je peux faire? Je peux refaire de l'intensité. Et en fait, c'est ça le game changer. C'est finalement la question, c'est combien de volume tu peux faire au total dans la semaine, et sur ce volume-là, combien de volume à haute intensité tu peux faire. Et en gros, les Norvégiens, respectivement les Nordiques, euh, performent entre 4 et 6 séances intenses par semaine. Ouais, ce qui est énorme comparé C'est à. gigantesque. Ouais, ouais, Normalement, on est plutôt entre 2 et 4, ouais. avec une approche qu'on va dire classique. Donc, euh, donc ouais, c'est assez intéressant. Et du coup, l'objectif de cette séance-là, pour revenir un petit peu sur le seuil, globalement, la première séance, dont vous pouvez retrouver l'analyse dans les vidéos aussi YouTube, c'est une séance qu'on a appelée seuil classique ou prudent. L'objectif de cette séance, ça va être de pousser le deuxième seuil. Et là, l'objectif du 16 x 400, ça va être de tirer le deuxième seuil. On pourrait presque. Alors, les 30 secondes sont passives, mais ça me fait presque penser à un over-under qu'on ferait en vélo. On va un petit peu en dessus du seuil 2, un petit peu en dessous, un petit peu en dessus, un petit peu en dessous, de manière à, encore une fois, pouvoir jouer vraiment sur cette inflexion et ce changement en fait d'état interne et de fatigue qui va être, de type de fatigue, on va dire, qui va être généré pour justement tirer tout ça vers le haut. C'est ça. En fait, moi, je distinguerais presque trois types de séances de seuil. Et là, je fais référence à notre ami Rémi, si tu nous écoutes, Rémi, qui a fait un très bon PDF, je trouve, sur le travail du seuil en course à pied et qui, justement, parle de trois types de seuil. Le seuil
que moi j'ai appelé classique, où l'objectif va être de travailler un tout petit peu en dessous du deuxième seuil pour le pousser. Ensuite, une phase de over-under où on va jouer justement avec un coup en dessus, un coup en dessous, un coup en dessus, un coup en dessous. Et le travail de tirer le seuil qui ressemble au seuil norvégien. C'est Ok. vraiment, finalement, l'objectif, après, on construit ça comme on veut, mais c'est juste de pas, pour moi, l'idée, c'est juste de pas faire toute l'année le même type de travail pour développer une compétence. Ça, Mhm. c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et je pense qui est important pour le développement athlétique des athlètes, quoi. Ouais, ouais, absolument. Et, Et par rapport au format de la séance, ouais. on a 16 intervalles et les gens vont demander, mais pourquoi 16? Est-ce que c'est le chiffre magique, max? Comment est-ce qu'on est arrivé à 16 intervalles sur cette séance? Et quelle était ta Alors, prescription de départ? ma prescription de départ, c'était 15 à 20. Hmm. Sachant que l'objectif, c'était que justement au niveau de la charge interne, on reste dans quelque chose de raisonnable. Donc, en gros, on a dit, quand on dépasse 8 de RPE, on sait qu'il reste assez peu d'intervalles. Donc, c'était clair qu'il y a quand même du volume, hein, 16 fois 400, ça fait quand même 6 kg 4, si je ne dis pas de bêtises, sur la piste. Mhm. Ouais, quelque chose comme ça. Euh, Donc, automatiquement, le RPE va monter parce que c'est un niveau de volume qu'elle a rarement fait. Donc, l'objectif pour nous, c'était de comparer le RPE avec le niveau de lactatémie. Et si on arrivait à une inflexion élevée du taux de lactate et une inflexion élevée du RPE, on coupait la séance. Donc, en gros, c'était ça la prescription de départ. Et je Mhm. pense que sur ce type d'entraînement, c'est ça qui doit être prescrit. Parce qu'en fait, l'objectif de cette séance, c'est pas forcément de faire 20, c'est de faire le plus possible pour que ça coûte le moins possible. C'est un travail de maximisation sous contrainte, on va dire ça comme ça, pour Et tous on les prend en économistes qui sont dans la salle c'est ça, et on prend en compte que c'était le vendredi après-midi, que le aussi. matin, on avait fait une séance une heure et demie sur la piste de travail technique. C'est ça. Comme tu l'as dit tout à l'heure sur l'autre vidéo, ça fait des sauts quand même. Mhm. Ça fait une belle quantité d'impact et de rebonds qu'elle a généré. C'est le troisième jour de camp. Donc, elle a déjà fait une séance technique le premier jour, près de 2 heures à la Pontaise. Le deuxième jour, elle a fait le seuil classique qu'on a vu dans l'autre vidéo. Elle a fait Exact. ensuite Technique. la séance Ouais, technique l'après-midi à la Pontaise. Le vendredi, ensuite jeudi, elle a fait off. Et vendredi matin, donc la séance technique. Et là, le seuil. Donc ça fait quand même beaucoup d'entraînement. Et c'était sur la piste. Et il faisait pas froideur, il faisait plutôt chaud. Donc il faut prendre tout ça en considération. C'était quand même du gros boulot par rapport à l'état dans lequel elle était, quoi. Alors elle était bien, mais c'est vrai que ça fait une grosse séance quand même. Ouais, c'est ça. Bah, faut dire que à ce moment-là de la semaine, elle a fait plus que 2 fois le volume habituel qu'elle fait en une semaine. Mhm. Donc, ça coûte. Et pour nous, l'objectif, c'était, enfin, en tout cas pour moi, l'objectif quand j'ai planifié, on en a parlé, on était tous d'accord, autant toi que Claudia, que Luc, c'est l'objectif, c'est pas que ce camp-là coûte 3 semaines de récup. Ça sert à rien. Mhm. Pour moi, s'il faut plus qu'une semaine de récup, c'est qu'on a fait quelque chose de faux. Et a priori, on est bien parce que des retours que j'ai d'elle cette semaine, elle est déjà de nouveau taquet. La semaine Ouais. passée, elle était un petit peu down. De toute façon, on a fait 10 lots, c'était clair. Et voilà, donc finalement, 16, c'est pas le numéro magique. Le 16 a été décidé, on le verra avec les données, parce que ça commençait à fléchir un petit peu de partout et Ouais. c'était pas l'objectif aujourd'hui. Exactement. Donc, on va regarder les valeurs d'oxymétrie musculaire, les valeurs alors, la fréquence cardiaque qu'on voit ici, fréquence cardiaque qui peut varier grandement d'une condition à l'autre, autant de conditions externes qu'internes, donc la chaleur, la fatigue, l'humidité, l'hydratation, toutes ces choses-là ont une influence sur la fréquence cardiaque, mais on voit qu'elle est plutôt régulière. Ici, en tout cas, ça c'est ce que j'en tirais. On voit les valeurs d'oxymétrie musculaire qu'on va regarder avec un peu plus de précision et on regardera les valeurs de lactate et de RPE et tout ensemble sur le même graphique à la fin également.
Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas le MOXIE ou la technologie du NIRS, c'est en gros un faisceau de lumière qui va être projeté dans le muscle, donc c'est non invasif. Et selon si les transporteurs d'oxygène, donc l'hémoglobine et la myoglobine, l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans le sang, la myoglobine qui transporte et stocke l'oxygène dans le muscle, ces molécules-là, selon si elles sont attachées à l'oxygène ou pas, eh ben, elles ont une structure moléculaire qui change en fait. Et ça, en fait, on appelle ça un changement conformationnel. Et il faut imaginer qu'on a une certaine structure moléculaire et la manière la plus simple de se représenter, c'est qu'il y a des miroirs un petit peu partout qui sont accrochés à ces différents atomes et ces molécules. Et que quand la molécule change de forme, eh ben, les miroirs changent d'angle également, ce qui fait que la lumière est réfractée de manière différente. Et c'est ce changement en fait de réfraction de la lumière, de ce faisceau de lumière qui est projeté, qui fait que le capteur peut déceler en gros la proportion de transporteurs d'oxygène qui sont saturés ou non. Et ça nous permet de sortir des données telles que celle-ci. Alors, il faut prendre en compte, comme je dis toujours, qu'on ne peut pas comparer deux capteurs directement parce que selon la profondeur à laquelle va le signal, on va avoir des tendances de courbe qui vont être différentes. Par contre, on peut comparer ici, par exemple, sur la séance de manière globale. Ici, on a le MOXIE qui était placé sur le quadri, sur le droit fémoral. En général, on utilise le droit fémoral en course à pied et le vaste externe en vélo, parce que respectivement, c'est les muscles moteurs primaires. Et ce qu'on voit clairement ici, c'est une petite montée au départ, un joli plat. J'ai enlevé la partie échauffement au départ. Il y avait un bon échauffement de 15-20 minutes avant la séance. Donc, une petite montée, bien plat pour le reste, et ensuite un point d'inflexion plutôt clair sur la fin. Et encore une fois, on verra contextuellement qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux valeurs d'allure, par exemple. Ici, on a l'ischio avec une courbe sur laquelle on reviendra juste après, parce qu'elle sera très, très intéressante à superimposer sur les RPE, mais également sur les allures de course. Donc ça, ce sera intéressant de voir. On voit clairement à la fin qu'on a un changement de tendance plutôt abrupt sur le dernier intervalle, mais on voit aussi aux alentours de la 42e, 43e minute un point d'inflexion vers le bas, donc ce sera à observer. Ici, on a l'avant-bras, et je vous en ai parlé pour ceux qui ont regardé l'autre vidéo d'analyse, la première sur le seuil classique. On voit clairement ici, sur le dernier intervalle, que ça commence vraiment à tirer vers le bas. Donc, encore une fois, on reviendra là-dessus juste après. Avant ça, je vous rappelle, pour ceux qui souhaitent soit débuter, soit recommencer la course à pied dans un bon contexte, on a créé il y a de ça 9 mois maintenant ce programme Bloc Zéro avec Max. Bloc Zéro qui est voilà, la prise, le début, le départ ou la reprise de course à pied avec de bonnes bases, reprendre du bon pied sans mauvais jeu de mots. Avec, je pense, pour moi en tout cas, les éléments qui sont clés dans ce programme, c'est pas la programmation de course à pied en elle-même, parce que c'est une progression de course-marche extrêmement simple que tu pourrais retrouver n'importe où sur Internet gratuitement. Là où on a essayé de faire la différence, c'est tous les exercices de renforcement spécifiques pour la course à pied, pour ceux qui souffrent de périostite, pour ceux qui se font souvent mal, tous ces petits bobos qu'on peut accumuler quand on essaye de faire beaucoup de courses à pied, mais qu'on n'a pas les structures qui sont prêtes pour assumer ce travail-là. Donc tous les exercices qui sont documentés, qui sont expliqués en vidéo, qui sont organisés semaine par semaine, et également tous les éducatifs. Hein. Chaque semaine max, on a fait une vidéo explicative, non seulement de l'entraînement de la semaine et de l'objectif global pour que tu saches exactement quoi faire et quand et comment, mais aussi des éducatifs qu'on a appelés, on a appelé la La bibliothèque du bibliothèque du coureur. coureur. Exactement. Donc, chaque semaine, des petits éducatifs pour comprendre comment choisir la bonne chaussure, comment choisir la bonne surface de course, comment choisir différents éléments autour de la course à pied, des PDF, tous ces exercices, encore une fois, disponibles en vidéo et expliqués. Donc, pour ceux qui souhaitent débuter la course à pied ou qui souhaitent avoir une bonne fondation au niveau des exercices de course à pied qui sont à effectuer en parallèle et qui veulent soutenir notre travail, allez regarder ce qu'on a fait avec ce bloc zéro. Donc, je reviens maintenant sur la courbe de SMO2, donc d'oxymétrie musculaire de l'ischio. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la superimposer sur l'autre graphique que j'ai. Alors là, sans modification, je la superimpose sur ce graphique où on voit en orange les allures de course en minutes par kilomètre, le RPE en bleu et le lactate en violet. Et moi, ce qui me saute aux yeux ici, Max, c'est à quel point ce SMO2, ce signal du MOXIE, correspond non seulement à l'allure, mais également au changement et à l'évolution du RPE sur la séance.
Ah, c'est clair, hein, si on regarde le RPE et le SMO2, les courbes, elles sont, comment on appelle ça? Non, une translation. Non, c'est pas ça. Une inversion. Je sais plus les trucs de géométrie. Transposé? Voilà, ça doit être ça. Je sais pas. Tu peux vraiment J'essaye. c'est en miroir, quoi. Ouais, ouais, c'est On ça. va utiliser des termes simples. Non, c'est assez fou, hein. On voit clairement, quasi au moment où elle passe à 7,5, il y a le premier point d'inflexion. Ça s'aplatit quand ça vient à 8 et où elle stabilise à 8 et ça se pète la gueule quand elle arrive à 8,5 de RPE, quoi. Et si on regarde avec la vitesse, c'est aussi à peu près ça. On a une bonne séance. Moi, je te cache pas là que au troisième intervalle, quand elle court à 4,51, elle passe à 7 de RPE et elle passe à 2,9 de lactate, je me suis dit, est-ce qu'on va arriver à 15? Et du coup, moi, j'étais sur le vélo à ce moment-là sur la séance et on voit la pyramide, la vitesse qui décélère, donc le graphique qui monte à 5,03. C'est parce que j'étais à côté d'elle sur le vélo et je freinais le vélo pour qu'elle ralentisse, pour lisser un peu tout ça et pour pour qu'on puisse faire le volume, hein. Encore une fois, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est faire un maximum de volume avec une charge interne la plus basse possible et la vitesse la plus haute possible. C'est encore une fois une maximisation sous contrainte. Et ça a plutôt bien marché. Et c'est hyper intéressant de voir que en fait, le lactate suit le RPE ou le RPE suit le lactate. C'est à vous de décider dans quel sens ça va. Mhm. Et c'est vraiment transposé par rapport au SMO2 et à la vitesse, Ouais. ce qui est très, très intéressant. Très intéressant. Donc, ces différents points de charge interne et de charge externe, si on prend l'allure comme une mesure de performance, rendu d'effort, donc charge externe. Est-ce qu'on appelle ça une charge externe? Ça se Oui. dirait? Ouais, Charge moi, externe, voilà, la vitesse ou l'allure, ou comme la puissance à vélo, et donc les charges internes qui sont la perception de l'effort, le SMO2 et le lactate qui, comme tu l'as dit, jouent tout ensemble. Très important ce que tu as dit là, hein, tu as freiné le vélo, donc cette autorégulation, même intra-séance de l'allure par rapport à ce qu'on voit, c'était alors une des raisons des mesures qu'on a prises. Un, parce qu'on aime bien prendre des mesures, et, on a et, ce petit côté. on a ce petit côté, on aime bien les chiffres, mais il y a aussi bien sûr le fait que ça nous a permis de savoir en temps réel, en gros, ce qui se passait et pour toi de pouvoir ajuster, eh ben, dans ce cas-là, quand il y a eu besoin de ralentir un petit peu l'allure et on voit qu'après elle est retournée, hein, elle est retournée assez rapidement à 4,53, un petit peu en dessous de 4,50 après, 4,52, 4,53, mais avec des valeurs de lactate qui restaient plutôt stables ensuite. Donc certainement, peut-être aussi à mettre sur le dos d'un échauffement vous avez pris votre temps pour le faire, il était bien fait, vous avez rien, vous n'êtes pas précipité, mais comme tu l'as fait sur le seuil classique, pas trop d'intensité dans l'échauffement parce qu'on savait qu'on avait 16 ou 15 à 20 intervalles à faire et que on préférait garder les intervalles pour la séance, quoi. C'est ça. Et on a aussi un autre élément, c'est qu'on a fait une séance technique le matin Mhm. dans laquelle on a fait à la fin des KL, donc des Koordinationsläufe pour nos amis germanophones. Donc, c'est des courses un peu comme des courses tempo pour les sprinters. C'est un peu le même principe. C'est des strides qu'on voit dans les plans d'entraînement des anglo-saxons. C'est vraiment des courses rapides mais techniques. Euh, et il faut dire qu'on n'a pas laissé énormément de temps de récup non plus entre les deux séances, hein. Mhm. Si je dis pas de bêtises, on a fini vers 10h40 le matin et on a repris à 14h, quelque chose comme ça, Mhm. quelque chose du style. Ouais. Donc, c'est clair que dans ce contexte-là, faire un échauffement très intense, je suis un peu parti du principe qu'elle avait encore les cales dans les jambes, je dois avouer. Donc voilà. Et, et je pense que le troisième intervalle, elle est bien, mais elle est peut-être pas suffisamment échauffée et du coup, ça monte un petit peu, d'où la régulation. Qui est intéressante. Mais moi, l'élément qui m'intéresse beaucoup et où je pense que on trouve tout le sens du principe en fait de l'entraînement de nos amis norvégiens, c'est toute la phase à partir
Ben, en fait, finalement, il y a tout l'entraînement est au-dessus de son deuxième seuil théorique Mhm. sur le Air Runner de Gary Lenn, Mhm. avec une charge interne qui est basse. Mais en fait, c'est toute cette accumulation, je dirais, entre le 9e, pardon, et le 15e, en fait, Mhm. où là, on est vraiment sur des rythmes qu'elle a jamais atteints. Euh, su- Quand même des efforts de 2 minutes, c'est quand même pas négligeable. Donc, on est sur du 4,40, 4,45 pendant 6 intervalles avec une lactatémie qui n'augmente pas. On est entre 2,2 et 2,3. Allez, le dernier, on monte, c'est pour ça. Allez. Le dernier, on monte. J'expliquerai à la fin pourquoi on s'arrête à 16. Et le RPE qui finalement reste entre 7,5 et 8. Donc, on a la vitesse qui est plus haute que ce qu'elle pourrait faire si on faisait du 8 minutes automatiquement, mais la charge interne reste stable. Et ça, c'est extrêmement intéressant dans le contexte de l'entraînement. Ça veut dire que on est dans le juste, quoi. Mhm. Elle bosse plus vite que son deuxième seuil en étant dans une zone interne de deuxième seuil, schématiquement. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que ça correspond assez étroitement malgré tout aux allures de tapis qu'on a vu sur la première séance, avec ce 5, 5, 15 sur ses seuils en continu, son seuil classique. Et on Ouais, voit, conceptuellement, on pourrait se dire que voilà, sur les 8 premiers intervalles, elle est en troisième vitesse, et sur les suivants, elle passe la quatrième, et le dernier, on passe la cinquième, pour aller toucher un petit peu plus haut. Mais exact. essentiellement, on est pas loin de la vérité, même au niveau des valeurs de lactatémie, hein. On se rappelle du 1,9, 1,7 qu'on avait vu sur le seuil classique. On est très très proche de ça sur la première partie de la séance. C'est ça, même jusqu'au 14e, on est à 2,3. Ouais. Alors, on monte à 2,5 au 13e, mais entre 1,9 et 2,5, il y a une différence, mais elle n'est pas à 15 non plus, quoi, ou même à 6, tu vois. Ça reste relativement stable, une vitesse qui va de plus en plus vite. Et finalement, si je me rappelle bien le papier de Casado et nos amis norvégiens sur l'entraînement guidé au lactate, ils font à peu près le même principe, hein, ils accélèrent sur la fin. Mais comme l'objectif, c'est quand même de faire le volume, ils vont pas s'envoyer directement aux intensités maximales au début, tu vois. Mhm. Là, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de reproduire. Évidemment, Claudia n'est pas Jacob, mais attention, Jacob. Attention, Jacob, elle a dit, hein, elle se reconvertit, elle vient faire du steeple, il y a moyen de moyenner. Tu as parlé de pourquoi on a accéléré sur le dernier et pourquoi on s'est arrêté à 16. Donc, parle-nous un petit peu de cette autorégulation. Alors, vers le haut sur le dernier intervalle, mais aussi vers le bas par rapport au maximum d'intervalle que tu avais prévu, qui était 20. Pourquoi est-ce qu'on s'arrête à 16? Bon, alors déjà, à 15, donc on entame le 15e, donc le dernier, il y a plusieurs indicateurs. Moi, je suis à côté d'elle sur le vélo, donc automatiquement, euh, moi, j'écoute ce qui se passe. J'écoute les pieds, j'écoute la respiration, je regarde le langage corporel. Euh, du coup, je me fais une idée pendant l'intervalle. Et ensuite, elle donne son RPE, tu prends les lactates. Et là, on a des données objectives, on va dire. Et en fait, au 15e, elle commençait à respirer un peu fort. Et elle passe à 8,5. Après, on est entre guillemets que à 2,9. Donc, j'arrête pas la séance à 15, mais je sais qu'en partant au 16e, ce sera le dernier. Parce que si on continue, elle va monter à 9. Et du coup, la charge interne, elle sera trop haute. Le lactate, il risque de prendre une courbe exponentielle. Et en fait, on ne sera pas dans ce qu'on veut faire. Donc là, je décide de stopper à la fin du 15e. L'élément déterminant, pour être tout à fait transparent, c'est pas les lactates, c'est pas le RPE, c'est la respiration. Mhm. Parce que je vois dans sa respiration et dans comment elle court qu'elle accélère un petit peu, hein. On voit, c'est relativement proche des intervalles précédents. Mais ouais,
elle est moins agressive sur le début. Ouais, je sens que ça fait trop en fait. Je sais pas comment dire d'autre. La Mais respiration, c'est l'élément le déterminant, tu je vois, pour pense que moi. c'est très clair et elle mentionne aussi à la fin du 15e que le genou il commence à tirer un petit peu. Rien de grave, hein, d'alarmant, mais voilà, ça commence à tirer, ça commence à être dur. Et comme tu l'as dit, le RPE monte. C'est là où on voit vraiment l'intersection de la science et l'art du coaching. On a beau avoir toutes ces données-là, ben, dans ce cas-là, l'œil du coach, tu étais à côté d'elle, tu l'as vu courir pendant toute la séance, tu l'as vu courir toute la semaine. Et avec ces informations-là, tu as pu déterminer que voilà, ça c'était le dernier. Donc tu l'as poussé un petit peu sur le dernier intervalle. Euh, Quelle était l'idée derrière ce dernier intervalle un petit peu plus appuyé? Alors, le dernier intervalle, en fait, c'est rigolo parce que finalement, donc on fait des 400 mètres. Les 280 premiers mètres sont littéralement les mêmes que le 15e. Ouais. Donc, vraiment, quasi à la seconde près, je regardais les splits chaque 100 mètres, c'était vraiment tout à fait pareil. Et en fait, pour valider mon choix de me dire, OK, on était dans le juste toute la séance et, euh, et en fait, on est toujours dans le juste parce qu'il lui en reste sous le pied. Je lui dis en arrivant l'entrée de la dernière ligne droite, je lui dis, bon, dernière ligne droite, tu peux aller chercher le sub 1,50 là si tu te bouges. Et en fait, elle fait une 47, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Donc, elle fait une accélération de fou sur le 16e, ce qui montre qu'en fait, elle n'est pas cuite. Mhm. Et c'était un peu ça. L'idée, c'était aussi déjà qu'elle prenne un peu de plaisir à aller un peu plus vite, tu vois. Et en fait, moi, je me suis dit, si je fais ça et qu'elle n'arrive pas à accélérer, peut-être j'aurais dû arrêter un cran plus tôt. Mais si elle arrive à accélérer, c'est que j'arrête pile où il faut. Et c'est, voilà, tu as deux informations qui ressortent de ce petit push à la fin. C'est que, un, elle en avait encore un peu sous la patte, et que ça ne veut pas dire qu'on doit nécessairement l'exploiter là, maintenant, tout de suite, mais Mhm. ça te montre qu'il y a de la marge pour aller de l'avant dans les semaines et les mois à venir par rapport à une séance comme celle-ci. Ouais, c'est ça, exactement. Ça reste une séance de seuil. L'objectif, c'est pas de finir par terre et puis de mettre une demi-heure à récupérer. Ça, c'est quand on fera du spécifique, là, oui. Mais sur du seuil, l'objectif, techniquement, c'est de pouvoir se réentraîner. Pour donner un peu de contexte, généralement, les journées des Norvégiens, c'est des double threshold day qu'ils font. Du coup, ils ont le matin un format seuil classique, donc des 6, 8, 10 minutes, où ils font souvent en 2000 mètres sur piste, parce qu'ils prennent beaucoup les lactates. Et l'après-midi, ils font quelque chose d'un peu plus rapide comme ça. Donc là, nous, évidemment, on n'a pas fait ça, parce que ça aurait fait beaucoup. Mais on a quand même fait une séance technique le lendemain, et le matin, pardon. Et le lendemain, on avait encore un footing. Et je voulais qu'elle fasse sa zone 2. Donc, l'objectif de la séance aujourd'hui, c'était pas de finir par terre, couché, de plus pouvoir. L'objectif, c'était tout simplement de faire son seuil, d'être un peu au-dessus du deuxième seuil dans une zone interne contrôlée, dans une charge interne contrôlée. Et ça devenait incontrôlé, mais elle en avait encore sous le pied, ce qui veut dire qu'on était quand même dans la bonne zone. Donc Ouais, c'est un c'est peu ça. ça, c'est toute cette difficulté de ce travail au seuil un peu plus rapide, c'est qu'en fait, comme c'est un petit peu plus rapide, on aura envie d'aller un petit peu plus vite et que ça soit un petit peu plus dur. Alors on le voit, on est à 8,5 hein. Sur le seuil classique, elle était à 7. Mhm. Donc c'est quand même considérable comme augmentation de Mhm. RPE. Euh, mais on doit pas aller trop loin dans la difficulté. Ouais, et tu l'as très très bien mis en lumière, cette importance de contextualiser l'effort. Il y a pas de séance magique, hein, c'est pas la séance qui va faire que, c'est l'accumulation de séances de qualité sur des jours, sur des semaines, sur des mois, sur des années, qui va faire qu'on progresse. Et donc l'importance d'être très très clair, autant pour les pratiquants, mais surtout pour les coachs, d'avoir des objectifs de séance, de savoir pourquoi tu fais cette séance-là, pourquoi est-ce que tu l'as fait à 7, pourquoi tu l'as fait entre 7 et 8 et pourquoi tu ne la fais pas à 9, pourquoi tu ne la fais pas à 6, euh, par rapport au contexte global du plan d'entraînement, du plan de progression, de ton objectif, de ce que tu essayes de ressortir de cette séance. Mais je pense que tu as très très bien expliqué tout ça, quoi. Oui, ça, je pense, pour le mot de la fin, c'est ce qui est important. Il faut avoir
un rétro-planning, comme on dit, et savoir où on va des mois à l'avance. Mmh. Et c'est, je pense, seulement en sachant où on va des mois à l'avance qu'on peut s'assurer de travailler ce qu'on cherche à travailler à l'instant T et pas se laisser griser par, une séance qui se passe bien. Par une séance qui se passe bien. Je donne un exemple. J'ai fait un format assez similaire de seuil norvégien à mes athlètes ce week-end. C'était 10 à 15 fois 700 mètres, c'était un peu plus salaud, avec une récup de 300 mètres en zone 2. Donc pour les meilleurs, c'était 1 minute 15 de récup au trot. Mmh. Mais les meilleurs, bah, tu les connais, hein, les meilleurs gars, je les ai fait courir à 3,45, 3,40, donc tout petit peu autour de 16 km/h. Ouais, ça Ils bouge. peuvent, ils peuvent faire la même séance à 18 ou 19, mais ce n'était pas le but aujourd'hui. Mmh. Et moi, j'ai construit mon planning et je sais qu'à un moment donné, en décembre, le but, c'est qu'il la fasse à 19. Mais aujourd'hui, je construis pour qu'il puisse la faire à 19 dans les conditions dans lesquelles j'aimerais qu'il la fasse à 19. Mmh. Alors, dit comme ça a l'air facile. Et dit comme ça, on se dit que je me plante jamais et que voilà, c'est pas du tout ça le message. Le message, c'est juste d'avoir un rétro-planning, d'essayer de fixer des objectifs de séance, de fixer des objectifs de cycle. Qu'est-ce qu'on veut travailler, quand et pourquoi? Et ensuite de faire au mieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tromper et ça ne veut pas dire qu'on peut pas s'emballer à des moments et que voilà, c'est pas le message que j'essaye de faire passer, mais essayons d'avoir des objectifs de séance, essayons de au mieux transmettre ces objectifs aux athlètes, d'éduquer les athlètes pour qu'ils comprennent pourquoi on fait telle et telle séance. Mmh. Aussi des éléments que j'ai essayé de mettre en place avec Claudia, de lui expliquer pourquoi on fait les choses. Et je pense que dès le moment où les gens savent pourquoi ils font les choses, qu'ils savent quels sont les objectifs et que nous, on est assez strict dans notre coaching et dans, dans, dans le moment où on doit stopper, parce que c'est clair, c'est difficile à prendre la décision, hein. Là, on dit c'est facile, il y avait la respiration, machin. Mais à 16, tu te dis, tu peux te dire, tu pourrais presque, tu as envie d'aller faire un peu plus. Tu vois, c'est normal parce que tu vois qu'elle fait une belle séance, tu vois qu'elle prend du plaisir, toi aussi. Et il faut essayer de tempérer ça et c'est pas facile. Mmh. Le- mais c'est plus facile si on a des objectifs clairs de séance, C'est qu'on ça. les exprime, qu'on se les exprime à nous en tant que coach et qu'on les exprime à l'athlète. Et dès le moment où on a deux personnes qui sont au clair sur les objectifs, l'un peut dire à l'autre stop. L'athlète peut dire au coach écoute, là, on est trop haut. Là, c'est trop dur par rapport à ce que tu m'as dit. Mmh. Et je Ouais, pense que c'est ça, c'est important. Ça fait très, très. partie de l'éducation des athlètes et de l'éducation des coachs et de la relation entre les deux. Et le processus de coaching de manière Exact. globale. C'est ça. Bah, écoute, je pense que c'était une très, très belle conclusion, autant à la séance que à la semaine. Alors, comme tu l'as dit, le jour suivant, vous avez fait un petit footing au bord du lac à Lausanne. Je mettrai deux, trois vidéos sur l'écran. C'était un beau petit trot d'une trentaine de minutes, vraiment rien d'exceptionnel, mais ça a amené une belle conclusion à la semaine. Et comme tu l'as dit, un volume qui est quand même conséquent sur ce qu'elle a fait sur tous ces jours de camp. Mais en tout cas, une belle réussite pour ce premier camp on track. Exactement, ouais, c'était super. Franchement, je pense autant toi que moi, on a pris énormément de plaisir à faire ce camp. Absolument. Euh, on se réjouit d'en faire d'autres, d'en faire plus, d'en faire avec d'autres gens, de partager ça. C'était vraiment super. Et puis oui, le dernier petit footing pour conclure au bord du lac, c'était plutôt pas mal. Il C'était y avait plutôt pas pire mal. comme cas, on était bien, on va dire. Il y avait pire comme décor. Merci encore, Max, Merci à toi. pour cette petite analyse d'entraînement. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez des questions, soit pour moi, soit pour Max. On est là et on vous répond volontiers. Et puis, ben, Max, à tout bientôt. Yes, à tout bientôt. Merci Ciao. pour tout. Ciao, ciao.